Le futur du travail, c'est aujourd'hui. Le travail ne doit plus être un fardeau. Voilà les convictions de Samuel Durand, l'auteur du Billet du futur et surtout du documentaire Work in Progress. Aujourd'hui, je vous amène dans une conversation avec lui où il nous partagera son point de vue sur la théorie des petits pas, sur comment trouver son épanouissement personnel au boulot et surtout où il nous racontera les coulisses de son documentaire ultra inspirant. Suivez-moi. Bonjour Samuel, comment tu vas? Ça va et toi, Antonella? Hello. Ça va. Écoute, comme je te disais avant qu'on enregistre, j'attendais vraiment cette interview. On n'a pas eu de chance, on n'a pas pu le faire en vrai, mais c'est pas grave, on aura l'occasion de se voir une prochaine fois. Comme ça, il y a la prochaine fois en plus. Oui, on se reverra la prochaine fois. Écoute, on arrive très bien à le faire avec les technologies, avec du Zoom, c'est déjà chouette. Et puis dès qu'on a l'occasion, on se reverra en vrai à Strasbourg ou ailleurs. C'est ça, très bien. OK. Pour commencer, Samuel, qu'est-ce que tu pourrais nous raconter de ton histoire qui va nous marquer? Déjà, qui tu es, qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu le fais? Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, hein, bien sûr. Ah bah, il y en a beaucoup, hein. Moi, je m'appelle Sam, j'ai 24 ans et ça fait quelques années que je m'intéresse aux transformations du travail. J'ai commencé avec l'angle des indépendants parce que j'ai commencé à travailler en freelance quand j'étais assez jeune, quand j'avais une vingtaine d'années, et en faisant des missions sur des stratégies digitales. Et en fait, comme ça, j'ai fait une vingtaine de missions sur ma première et ma deuxième année d'école de commerce. Et ça m'occupait bien parce qu'on avait plein de temps en école de libre. Et c'est là où j'ai pu déjà euh, avoir des choses qui étaient assez complémentaires par rapport à ce que je voyais en cours, avoir une partie beaucoup plus pratique, et puis rencontrer différentes entreprises, rencontrer différentes problématiques et faire mes armes en fait. Donc j'ai fait une vingtaine de missions et j'ai appris beaucoup. Et puis après, ça m'a donné vraiment le goût de l'indépendance, du freelancing. Et j'ai voulu creuser cet aspect-là au cours d'une Learning Expedition, donc passer concrètement 6 mois à rencontrer des entreprises et des freelances dans le monde pour comprendre quelle était leur vision du travail, qu'est-ce qui fonctionnait bien dans leur quotidien, quelles étaient les bonnes pratiques qu'ils avaient, et puis comment est-ce qu'on pouvait les extraire et puis ensuite les diffuser d'autres façons. Donc j'ai fait ça pendant alors, 6 mois de préparation et puis 6 mois d'aventure. Et puis en rentrant, ensuite, j'ai diffusé tout ce que j'avais appris, puis j'ai continué à apprendre aussi, de plein de façons différentes. Je l'ai fait sous forme de conférences, je l'ai fait sous forme d'articles, dans ma newsletter que j'écris aussi, qui s'appelle Le Billet du Futur, toutes les 2 semaines. Et puis là, dernièrement, je l'ai fait avec un documentaire qui s'appelle Work in Progress, et qu'on a tourné en 2020, et puis là, qui vient de sortir en 2021. Donc voilà mon parcours en gros. Et je parlais au début beaucoup de freelancing et maintenant je parle de future of work en général. C'est génial, c'est vraiment génial. Et quand tu faisais tes missions, quel était l'aspect du freelancing qui t'a le plus plu ou le plus marqué? Moi, c'était clairement un challenge. Je voyais ça un peu comme un jeu, tu vois. Je me disais, bah, en cours, on me donne des trucs à faire, mais c'est pas toujours très marrant, c'est pas moi qui choisis ce que je le fais, et puis je suis pas payé pour le faire. Là, il y a des gens qui me proposent de me payer pour bosser sur des trucs. Alors, je maîtrise une partie du projet, mais pas tout. Par contre, le challenge, c'est d'arriver à tout maîtriser et rendre quelque chose pour que le client soit content, en fait. Et je me rappelle très bien, moi, de la première fois où j'ai signé. Alors, je t'ai dit que j'ai fait du marketing, mais avant ça, j'ai fait quelques d'autres trucs. J'ai signé la première fois une étude de marché. J'avais jamais fait d'étude de marché de ma vie. Mais j'avais signé le fait que dans un mois, je devais rendre une étude de marché sur un secteur. Et ben, la beauté Internet, c'est qu'on peut trouver énormément de contenu sur Internet pour pouvoir savoir comment est-ce qu'on fait une étude de marché, par quoi est-ce qu'on commence. J'ai passé certainement 2 à 3 fois plus de temps que ce qu'aurait fait quelqu'un qui savait déjà faire, parce qu'il y avait tout le temps d'apprentissage qui était nécessaire. Mais j'ai fait ça et j'ai rendu au client qui était très content, qui m'a recommandé. Et puis après, j'ai eu d'autres missions grâce à ça. Donc, je voyais chaque mission comme un jeu en me disant, je ne maîtrise pas tout. Un, il va falloir que j'apprenne. Et puis deux, il va falloir que je montre à mon client que j'ai l'air d'être bon, en tout cas que je mets toute ma bonne volonté pour arriver à faire ce dont il a envie. Et donc, c'est comme ça que ces premières missions, petit à petit, m'ont donné confiance. L'une donnant confiance pour faire la suivante, pour faire quelque chose de toujours plus gros, un projet plus ambitieux, un projet mieux payé, un projet avec d'autres personnes. Euh, et, euh, et donc, voilà, ces premières missions, c'est ce qui m'a motivé. Moi, c'était vraiment la notion de challenge. Je voyais ça comme un jeu.
C'est génial, oui. Et j'entends beaucoup dans ton parcours, il y a beaucoup ce côté autodidacte en fait, et d'expérimenter et d'apprendre par des petits pas, hein, en faisant en fait. Ouais, Et, exactement. C'est à ouais, petite échelle. Et c'est ouais. pour moi le plus important, en fait, de se dire que peu importe ce que tu veux faire, il faut commencer tout petit. Et il y a plein de gens souvent qui me demandent, qui me disent, ah, mais tu as fait plein de trucs, c'est impressionnant à ton âge d'avoir fait autant de trucs comme ça. Et en fait, c'est pas impressionnant quoi, parce que quand tu mets au tout départ, en fait, quand tu commences à faire un gros projet, et ben, tu fais des trucs qui sont minuscules, qui sont envoyer un email, écouter un podcast, regarder une interview, lire un article. Et Bien puis sûr. là, de fil en aiguille, quand tu fais ça tous les jours, puis quand tu commences à rencontrer quelqu'un parce que tu lui as envoyé un email, tu l'as beaucoup lu déjà, et ben là, tu Mm. commences à être en relation, et puis tu te rends compte au bout de quelques semaines ou quelques mois que tu es embarqué dans un projet, et puis que là, vraiment, tu fais quelque chose d'un peu plus gros, hein, qui te dépasse un petit peu. Mm. Mais ce que tu fais dans ton quotidien, tu n'as pas l'impression que tu fais quelque chose de gros. Tu vois, et je pense que c'est la même chose pour tous les entrepreneurs qui ont créé des entreprises. Ouais, C'est ouais, qu'ils sont à la tête d'une grosse boîte avec peut-être des dizaines, des centaines de salariés. Et c'est énorme. Mais les premiers jours, ils n'avaient pas encore l'impression de faire un truc énorme. Ils faisaient un petit projet, ils testaient à petite échelle. Et je crois que c'est ça qui est important aussi, que le côté autodidacte. Il vient du fait de tester, de se dire, bah, je vais apprendre grâce à tout ce qui m'entoure, grâce aux personnes qui m'entourent, grâce au contenu que je trouve sur Internet. Mais il ne suffit pas de lire, quoi. Il ne suffit pas d'écouter. Il faut y aller, il faut tester, et même à petite échelle. Et puis, des trucs qui vont marcher, tu vas continuer, d'autres qui vont pas marcher du tout et tu vas arrêter. ouais, c'est ça. Il ne faut pas avoir peur de tester, justement. Et en fait, tout ce que tu as fait, même au début, quand tu n'étais pas encore tout à fait dans ce nouveau monde du travail, c'est que tu étais déjà en train de le vivre, en fait. Tu étais déjà dans l'expérimentation, l'ouverture, la co-création. Tu étais fait pour ça, quoi. Ouais, 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 effectivement. Écoute, c'est vrai que tous les principes que je raconte sur le future of work, je les vis aussi en Mm, travaillant un peu partout, alors depuis chez moi en ce moment beaucoup, mais dans des tiers-lieux dès que j'en ai l'occasion. Et puis en collaborant avec d'autres freelances, et puis en travaillant de façon asynchrone, en mode projet tout le temps. Oui, mm. et ce qui permet d'expérimenter aussi. Et ça, c'est des choses qu'on apprend sur le tas, seul ou à plusieurs, mais en tout cas de sa propre initiative. C'est pas des choses qu'on apprend en cours. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important en fait de faire soi-même ses propres projets et que j'ai la conviction que les diplômes seront très bientôt remplacés par les différents projets qu'on peut mener. Absolument, ouais, ouais, je le pense aussi. Et alors, dis-nous, quand tu as fait cette première expédition, du coup, de 6 mois, Ouais. c'est quoi que tu as vu qui t'a dit, OK, en fait, le monde est vraiment en train de changer. On va plus du tout travailler de la même manière dans 3, 5, 10 ans. Bah, il y a énormément de choses en fait. Et c'est à la fois des entreprises qui m'ont impressionné et puis c'est surtout en fait des individus, des parcours. Et d'ailleurs, dans les boîtes qu'on annonce comme étant pionnières, comme étant en avance, en fait, souvent ce qui se passe, c'est qu'il y a une ou deux personnes en interne qui, elles, sont très pionnières sur différents sujets et qui insufflent cette énergie et cette vision avant-gardiste au reste de l'entreprise. Donc, moi, j'ai été évidemment très impressionné par des entreprises qui n'ont pas de bureau et qui, en fait, avant, bon là, ça paraît peut-être normal de dire ça en post-Covid, mais qui, dès 2018, n'avaient pas de bureau, étaient déjà des centaines de salariés, pas parce que 10, 20, on l'imagine assez bien, mais des centaines de salariés qui avaient une vraie culture d'entreprise, qui étaient en forte croissance. Et ça m'a vraiment impressionné. Pas dans le sens où je me suis dit, j'aimerais faire la même chose, moi, mais de me dire, on est capable, en fait, enfin, le travail, c'est plus dans un bureau. Et je le lisais, mais je n'avais pas vraiment compris ce que c'était vraiment jusqu'au jour où je suis arrivé dans une boîte où effectivement, il n'y avait pas grand monde. Où à l'accueil, j'étais accueilli par un écran et même la personne qui est, alors je ne sais pas quel est le terme, standardiste, hôte de réception, je ne sais pas quel est le terme exact, mais cette personne-là qui était censée nous accueillir, eh ben, était dans son propre salon à l'autre bout des États-Unis parce qu'elle était beaucoup plus à l'aise en fait, et elle était en 3 4 heures. Et le service c'est le même, elle nous disait, bah voilà, monsieur un tel que vous allez voir va vous recevoir dans quelques minutes, regardez derrière vous, vous pouvez vous asseoir là, et puis il y a des bouteilles d'eau si vous voulez boire un coup en attendant, et elle était à des milliers de kilomètres. Et ça en fait, jusqu'au moment où tu le vis, tu peux pas te rendre compte de ce que c'est vraiment le télétravail quand ça fait partie de la culture entreprise et quand ça y est vraiment.
Et puis voilà, après, on a creusé plein de sujets. On était dans le fond un petit peu sur comment est-ce qu'on s'organise en télétravail, Mm. comment est-ce qu'on crée une culture d'entreprise, quels sont les temps forts qu'on arrive à créer, la culture de l'écrit, enfin, plein de sujets de façon assez opérationnelle. Mais ouais, moi, j'étais vraiment marqué par ça. Et autre chose qui t'a impressionné, tu parlais aussi beaucoup des freelances au début. Ouais, bah, les freelances, et évidemment très impressionnés par des entreprises qui avaient la capacité de créer des équipes hybrides, c'est-à-dire qui, pour un projet donné, en fait, faisaient appel aux meilleures compétences, peu importe le statut. C'est-à-dire que ça pouvait être bah, effectivement des salariés de cette branche-là, mais des salariés de l'entreprise dans sa globalité, ce qu'on appelle la mobilité interne, ou des freelances, effectivement, et qui le faisaient avec brio. Moi, je me rappelle d'un freelance toutes les entreprises, enfin, toutes les personnes m'ont passionné, mais il y en a un en particulier qui a su vraiment m'attraper et m'impressionner. C'est un freelance qu'on a rencontré du côté de Chicago et alors son métier, c'est de faire du référencement sur eBay. Donc, il est excellent dans le référencement de produits sur eBay, qui est une niche, hein, il n'y a pas énormément de monde qui sait faire ça. Et donc, c'est des termes qui sont très techniques, mais on a passé 2 heures et demie avec lui, et en 2 heures et demie, il est rentré dans le détail de ce qu'il faisait et de comment est-ce que il avait réussi à créer une boucle pour avoir un même processus avec le client, savoir combien de temps ça allait lui prendre, pouvoir annoncer au client quelles allaient être les étapes de la mission, comment est-ce qu'il allait arriver de telle étape à telle étape, combien ça allait coûter, combien de temps ça allait prendre, et être très clair. Et en fait, en faisant ça, en créant un vrai système et en étant capable d'être récurrent, et que chaque mission, même si elles sont différentes, arrivait à créer quand même des process. Et il m'a passionné à la fois dans ce qu'il racontait, qui pourtant ne me passionne pas, tu vois, le référencement d'eBay, je m'en fous, mais il racontait avec tellement de passion que c'était génial. Et puis de Mhm. voir comment il était passé d'un freelance qui avait du mal à se vendre à quelqu'un d'expert qui était extrêmement demandé dans le monde entier, extrêmement reconnu pour ses talents et qui avait créé un vrai système de gestion de la relation client du point de contact jusqu'à la livraison. Et ben, c'était assez impressionnant de voir le développement et de comprendre concrètement par où on passait. Parce qu'en fait, quand tu regardes sur et c'est pour ça que j'avais beaucoup aimé cette Learning Expedition, c'est que tu as... En fait, ça permettait de retracer le parcours de Ah, quelqu'un ah, qui a du oui. succès. Quand tu te promènes sur les réseaux sociaux, là, tu vois quelqu'un qui a du succès et tu te dis, ah, mais en fait, on n'est pas au même niveau, il a beaucoup trop d'avance, elle a beaucoup trop d'avance, il est bien meilleur ou elle est bien meilleure que moi. Et en fait, tu ne te rends pas compte de tout le chemin qui est parcouru. Et dans cette Mais Learning Expedition, oui. tout le but, que ce soit avec des individus ou avec des entreprises, c'était de revenir au moment zéro et se dire qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as fait pour en sortir? Et qu'est-ce que tu as fait dans ton développement? Et de quoi est-ce qu'on peut s'inspirer? Qu'est-ce qu'on peut garder de tout ça? Ah oui, c'est vachement intéressant ce que tu dis. Et en effet, on voit rarement tout ce qui a été fait en amont. Parce que parfois, j'aime bien la métaphore de l'avion. Tu sais, quand il est encore en bas, il a beaucoup de force, mais il décolle pas tout de suite. Et peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent juste avant, en fait, juste avant Ouais, ça. Mais ça prend du temps, ça, toute cette partie-là. ouais, c'est exactement ça. Belle métaphore. Ouais. C'est pas... Et ce que j'entends, et je suis complètement d'accord aussi, c'est qu'un ingrédient fondamental, c'est la passion. Ce que tu Ouais, disais de ce gars qui était passionné. Du coup, c'était simple pour lui d'apprendre, de faire tout ce qu'il fallait. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre, selon toi, maintenant, avec ton expérience, que ces personnes ont en commun? il y a la passion, évidemment, et c'est ce qui fait que ça dure après des années. Et puis, il y a surtout, je pense, la résilience, le fait. Ça, c'est David Heinemeier-Hansson, qui est le CEO de Basecamp et que j'ai interviewé dans le cadre du documentaire, qui dit, alors je ne sais pas si on le voit dans le documentaire, je ne me rappelle plus, mais en gros, il faut se dire que pour 5 minutes de documentaire, on a parlé quand même des heures. Et il me disait, en fait, que si on veut voir du changement, peu importe ce qu'on fait, il faut être prêt à répéter les mêmes trucs pendant 20 ou 30 ans. Et que lui, en fait, le télétravail, ça fait depuis 2004 qu'il le fait, qu'il le vit, et qu'il l'explique, et qu'il le répète tout le temps. Et donc, il y a une forme de redondance, de résilience, et d'acceptation du fait qu'il faut répéter la même chose. Et quand tu regardes les politiques, c'est pareil, en fait. T'as des personnes en politique qui répètent les mêmes choses, les mêmes partis qui ont les mêmes trucs, les mêmes arguments depuis 20 ou 30 ans. Mais si tu veux voir du changement, il faut être capable de le faire. Et, euh, et donc, peu importe la transformation que tu as envie de faire, surtout quand tu es dans une entreprise, quand tu n'es pas seul à pouvoir décider de tout, eh ben, il faut prendre le temps et il faut être capable de l'expliquer de plein de façons différentes, mais de garder la substance qui est la même, le fond qui est le même, et de trouver plein de parades pour le diffuser de façon différente dans la transformation. Parce qu'un sujet de transformation, c'est rarement quelque chose
de technologique, c'est surtout une question d'humain et c'est une question Effectivement. de changement des mentalités. Quand tu fais du télétravail, c'est pas très compliqué de prendre ton ordinateur et de travailler chez toi ou depuis un cowork plutôt que de travailler dans une entreprise. Ce qui est Mm. compliqué en revanche, c'est toute la relation managériale qu'il y a en amont et de se dire qu'on passe du présentéisme à la confiance. On passe à des notions d'écriture qui sont beaucoup plus poussées, à des rendez-vous qui sont beaucoup moins fréquents, mais qui sont beaucoup plus efficaces, avec moins de personnes, avec un compte-rendu écrit à la fin de chaque réunion. Tu vois, c'est ce type de choses qu'il faut Ouais. mettre en place et qui sont beaucoup plus compliquées que juste le fait de changer de lieu de travail. Bien Donc, sûr, bien sûr. ça fait partie de la culture. Ouais. Et en fait, ce que tu dis là, c'est que, en effet, c'est pas faire du télétravail en soi, c'est pas des trucs compliqués, ou même le digital, ou tout ce que tu veux. Ce qui est compliqué, c'est tout ce que ça demande derrière, et c'est une croissance personnelle, en fait, hein. Ouais, Les personnes doivent changer leur point de vue. Mm, ouais. mm. Et puis, du coup, tu vois, tu imagines bien que le rôle du manager, il évolue énormément aussi. Ah Parce bah, que complètement. le manager qui était habitué à surveiller ses équipes, à donner des objectifs et en fait à surtout suivre les horaires de travail plus que ce qui était atteint et ce dont les personnes avaient besoin et qui n'était pas forcément empathique, là, ça ne fonctionne plus quoi, du tout. Ça fonctionne plus du tout. Donc, et c'est très difficile la fonction de manager actuellement parce que ce n'est pas du tout ce qu'on demandait à un manager dans une entreprise il y a quelques années. Mm, mm. Donc, et c'est pour ça que c'est d'autant plus important, à mon avis, de s'inspirer du contenu qui existe déjà, de boîtes qui ont déjà testé, ont déjà itéré différentes Ouais. innovations managériales, alors, ou innovations en général, parce que bah, nous, on parle d'humain, mais peu importe le sujet, de se dire que on ne part pas d'une feuille blanche et qu'il y a déjà des gens qui ont testé, il faut juste apprendre de ce qu'ils ont fait et puis ensuite arranger à notre sauce. Totalement, c'est exactement ça. Ouais, pas la peine de réinventer la roue. Là, on a assez de input, on a vu quand même assez, je sais pas, mais en tout cas, il y a déjà des choses desquelles on peut s'inspirer. Et du coup, bah, on peut parler de ton documentaire maintenant, parce que concrètement, qu'est-ce qu'on va trouver dedans qui peut justement nous inspirer? C'est qui les personnes que tu as rencontrées? Ah bah c'est que des personnes formidables, hein. Ça, ça, c'est sûr. Concrètement, ce documentaire, c'est 9 intervenants qui prennent la parole sur le future of work et plus précisément pour montrer qu'il y a plein de façons de trouver du sens à son travail au sein de la thématique du future of work. Donc, de dire qu'on peut s'éclater à la fois dans l'entreprise en tant que salarié, si on bosse pour une boîte bah, qui nous correspond, que c'est un environnement qui nous plaît. Parce que la boîte nous fait confiance, parce que les personnes avec lesquelles on bosse, on s'entend bien avec elles, parce que la mission, on est aligné, parce qu'un tas de sujets. Donc voilà, montrer déjà qu'on peut s'éclater dans l'entreprise et que le salariat, c'est pas tout noir, c'est pas tout négatif. Euh, Montrer aussi qu'on peut s'éclater en tant qu'indépendant, que c'est un vrai débouché, que freelance, c'est une vraie alternative et que c'est pas un choix par défaut. Montrer qu'on peut s'éclater en vivant de sa passion aussi, en créant une newsletter ou en créant une chaîne YouTube, mais il y a plein d'autres médiums en fait. Mais on a pris ces 2 exemples-là pour montrer que bah, tu peux en vivre, tu peux t'éclater, et que ça peut être génial, et que c'est un vrai métier aussi, créateur de contenu. Et puis montrer qu'on peut s'éclater au sein d'un collectif, d'une communauté. Donc montrer en fait plein de façons différentes, et à chaque fois, c'est incarné par une ou deux personnes qui ont vécu cette transition et qui bah, à la fois relatent leur parcours, et puis qui commentent aussi cette transition avec un peu de recul. Donc c'est un documentaire qui s'adresse à tous ceux qui se posent la question de quel est le sens de mon travail. Et Grande question d'époque. Là, c'est la question de cette époque, ça. c'est une énorme question. Alors, le documentaire n'a pas la prétention d'apporter une réponse à chacun, mais par contre, le documentaire interroge, pose des questions et montre des parcours qui existent déjà, de dire, voilà, bah, cette personne a déjà fait ça et ça a fonctionné pour elle. Voilà ce qu'elle en retire. Et donc, ça peut donner des idées. Le but d'un documentaire, mais comme d'un podcast, comme d'un article, comme de n'importe quoi, c'est à mon avis, c'est de planter des graines dans la tête des gens et de se dire que pour certaines personnes, ça va germer dans la seconde. Elles vont se dire, ah mais oui, c'est ça. Et tout de suite, elles vont s'y mettre. D'autres, ça va germer au bout d'un mois, un an plus tard peut-être. Et puis pour d'autres, ça ne germera pas. Mais de se dire que ça participe en tout cas à la transformation du monde du travail en montrant d'autres parcours, d'autres façons d'agir qui sont innovantes. Et puis de pouvoir créer des débats, de créer des discussions en fait. De se dire, bah, et alors ce qui est marrant, tu vois, c'est que tu le regardes et puis
tu le montres à quelqu'un et ton ami, en fait, va pas aimer la même chose que toi ou va pas retenir la même chose que toi et vous allez pouvoir en discuter et confronter les points de vue. Donc, un documentaire, c'est aussi là pour créer le débat. Et on s'en est rendu compte dernièrement, là, en le montrant en entreprise. On fait des projections privées auprès d'entreprises qui Ouais. l'utilisent justement pour créer des discussions sur le future of work. Alors, des tables rondes, des ateliers, des Q&A, peu importe. Mais de se dire, on va bon, déjà créer un temps fort de rassemblement dans l'entreprise. Et puis ensuite, on va en discuter et on va faire émerger des aspirations individuelles par rapport à ce qu'on a vu. Se dire, bah voilà, là dans le documentaire, on voit une fille qui a voyagé dans 50 pays pendant 5 ans. Donc elle est nomade. Est-ce que vous aimeriez avoir ça? Oui ou non? Pourquoi? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire peut-être pour aller dans cette direction-là? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus en termes de nomadisme sans se dire qu'on va tous devenir digital nomades et rendre le bureau, quoi. Mais voilà, donc créer des discussions. Ouais, c'est super intéressant. Pour tout te dire, j'ai déjà vu le teasing, forcément. Et déjà, rien que ça m'a énormément parlé. Justement, la fille dont tu parles, ça doit être elle, je pense. Elle m'a marqué dans le teasing parce qu'elle disait la fille aux Pays-Bas. Hein. Lauren, House Ouais, Married Kids, the ouais. end. Nobody even introduced Oh, the mais kids. voilà! Oh, tu vois, moi, en tant que maman, en plus, une culture aussi d'Italie du Sud où c'était vachement comme ça, tu vois. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit, oui, mais en fait, ouais, c'est vraiment ça, nos aspirations, c'est plus les mêmes. Et en fait, le travail, et je le lis ça aussi dans ta newsletter, je suis totalement en phase, c'est plus ça ne doit plus être une contrainte. En fait, Non, si c'est une souffrance, aujourd'hui, quelque part, c'est pas un choix forcément, mais c'est qu'on n'a pas vu qu'il y a d'autres possibilités. On peut s'accomplir, en fait, à travers son travail aujourd'hui. ouais, carrément. Mm. Alors, il y a des gens pour qui ça va de souffrir dans le travail, hein, qui ne recherchent pas le bonheur au travail, qui cherchent à s'en débarrasser et à se dire, bah, c'est pas grave. Par contre, je veux avoir la paix, je veux être tranquille. Et puis, quand je suis pas en train de travailler, là, ma vie commence et on me laisse tranquille. Je le conçois, mais c'est pas comme ça, moi, que j'imagine le travail. En tout cas, je me dis que c'est un peu dommage Non. de dire qu'il faut souffrir 8 ou 9 heures par jour pour passer du temps libre, en fait, juste le soir ou le week-end, quoi. Ça, je trouve ça un peu triste. Mais je Super comprends qu'il y ait des triste. gens qui soient comme ça. Mais par contre, il y a plein de façons de s'éclater dans le travail, et c'est ça, en fait, qu'on a envie de montrer. De dire qu'effectivement, c'est pas un fardeau, et que parfois, c'est des micro-ajustements. Tu n'as pas besoin de tout quitter, de tout plaquer, de quitter justement ta maison, ton mari, tes enfants, ta ville, de partir faire le tour du monde et de faire complètement autre chose. Que parfois, c'est des petits changements minuscules qui permettent de tout changer. Alors, changer le lieu de travail pour éviter d'avoir à faire 1 heure de transport tous les matins, par exemple, ou de se dire que bah, là, c'est pas très important les transports, moi, ça me dérange pas, mais par contre, j'ai envie de bosser avec des gens que j'adore. Il y a des gens qui me disent, bah, moi, je m'en fiche de faire 1 heure de trajet le matin parce que j'y vais pour retrouver des gens que j'adore. Donc, bah, je le fais, et puis très bien. Et en fait, voilà, quand on a compris ce qu'on recherche au travail, est-ce que je recherche un environnement? Est-ce que je recherche de la reconnaissance tout de suite? Est-ce que je recherche des défis? Est-ce que je recherche de l'apprentissage? Quand on comprend ce dont on a besoin, ensuite on peut se poser les bonnes questions pour faire les petits changements qui permettent ensuite d'avoir le quotidien dont on a envie, dont on a besoin. Ouais, mais c'est totalement ça. En fait, il faut savoir s'écouter et faire à sa façon et pas. Oui, il n'y a pas une route, il y en a plein. Il faut trouver la sienne. C'est surtout Exactement. ça, hein, c'est ça que j'entends et je suis d'accord, ouais. C'est Bah exactement écoute, ça. génial, génial. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire encore sur le documentaire qu'on va pas trouver dans le documentaire, peut-être? Parce que les gens Bah, qui vont écouter, j'espère qu'ils vont regarder le documentaire quand même après. je recommande, ouais. Et bah, oui, ce que vous ne trouverez pas dans le documentaire, c'est votre point de vue à vous. C'est ce que vous allez en penser. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez vu le documentaire, vous réfléchissiez à quel est l'intervenant, l'intervenante avec lequel vous êtes le plus en phase. Et vous vous dites, ça, je suis d'accord. Et pourquoi, en fait, vous êtes d'accord? Ou celui ou celle avec laquelle vous êtes le moins d'accord? Et pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Et du coup, qu'est-ce que par rapport à ça, vous pouvez changer dans votre vie professionnelle? Alors peut-être que tout va bien, vous n'avez pas envie de changer, et c'est tant mieux, et c'est tout ce que je vous souhaite. Mais qu'est-ce que vous pouvez peut-être ajouter ouais, ou changer dans votre quotidien de travail? Et puis en parler autour de vous, confronter les visions, dire bah, moi j'ai pensé ça. Qu'est-ce que toi t'en penses? Le montrer à vos amis, votre famille, conjoint. C'est à mon avis ça, en fait, le plus important dans le documentaire, c'est de pouvoir en discuter, comme n'importe quel contenu, pas le consommer dans son coin, mais voilà, pouvoir en parler. Et puis sinon, que te dire d'autre qui ne nous pas dans le documentaire, que bah, pour 5 minutes qu'on voit dans le documentaire, moi je passais une journée ou une demi-journée avec chaque speaker.
Donc, c'était des moments, je m'estime très chanceux, parce que c'était des moments vraiment privilégiés avec des personnes que j'admire, que j'adore, qui m'ont donné d'excellentes leçons et de bons conseils, en fait, au-delà de juste ce qu'on voit dans le documentaire. Donc, c'était des moments qui étaient un peu hors du temps et j'ai tellement adoré ça que je vais continuer à faire d'autres documentaires là. C'est vrai? Alors que c'est pas du tout prévu, tu vois, je pensais en faire un et puis ciao, faire passer au projet suivant. J'ai adoré l'exercice, j'ai adoré les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, la boîte de production Com Mhm. qui a réalisé le doc. Et donc on va continuer à en faire d'autres ensemble. Et c'est ça, en tout cas. Enfin, moi, du coup, j'ai trouvé ma voie, au moins pour les prochains mois, prochaines années, avec ce projet-là. C'est génial. Super. Ok, bah écoute, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Tu es aussi l'auteur donc du billet du futur que je lis, hein, je lis toutes les 2 semaines. C'est Bah, sympa. quel est ton message du futur justement pour clôturer? Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui aujourd'hui actuellement bah, ne sont pas bien dans leur boulot peut-être, aux boîtes qui aimeraient changer mais qui ne savent pas par où commencer? Voilà, quel est ton message du futur? Mon message du futur, c'est de dire que la meilleure façon de créer, de prédire l'avenir, c'est de le créer. La meilleure façon de savoir comment va être le travail en 2050, c'est d'essayer de créer déjà le travail de demain aujourd'hui et de se dire qu'il y en a qui le font déjà. Donc, allez voir justement les contenus qui existent déjà. Allez regarder, il y en a plein des entreprises qui ont de l'avance sur une thématique précise. Euh, Soit lire et écouter ce qu'elles ont déjà produit, soit les contacter. Et généralement, les gens, en fait, sont super sympas, super bienveillants et ont envie de partager tout ce qu'ils ont appris. Et c'est ça qui est très chouette avec ces boîtes-là qui sont pionnières, c'est que comme elles sont fières de leur découverte et de leur côté avant-gardiste, et ben elles le mettent très bien en avant, souvent en créant du contenu. Donc, consommer ce contenu, poser des questions, et puis ensuite tester à petite échelle, en fait. Le futur, c'est très simple, hein. Il y a pas de grande formule magique, c'est du bon sens, et c'est le fait de tester. Et donc, ça, c'est à la portée de tout le monde. Internet, c'est gratuit. Il y a tout le monde qui met plein de contenu dessus qui est génial. Donc, consommons et puis rencontrons des personnes, posons-leur des questions, testons à notre échelle. Et puis, à notre tour, ensuite, alimentons cette grande connaissance en disant, bah voilà, j'ai testé dans mon entreprise, voilà ce que ça a donné, ça n'a pas marché, voilà ce que j'ai appris, ça a marché, voilà ce que vous pouvez faire. C'est génial. Donc, en fait, tester, rencontrer des gens et agir, c'est Ouais, ça? c'est exactement ça. C'est génial. Ça fait un bon programme. Merci. Ouais, c'est déjà un bon programme, ouais, en effet. Très bien. Bah, écoute, Samuel, j'ai été très contente de faire cette interview avec toi. Je t'en remercie énormément et très hâte de découvrir ton documentaire et de te rencontrer bientôt. Merci Antonella pour l'invitation, plaisir partagé. Et puis, hâte d'avoir ton retour sur le doc. Super. Si cette vidéo vous a inspiré, si vous pensez que le monde a besoin d'entendre ce message, alors partagez-le. Parlez-en et abonnez-vous si le cœur vous en dit. Merci